bienvenue dans Point de Vue. Ravi de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous de la semaine, qui sera peut-être aussi le plus passionnant, mais ça, ce sera à vous d'en juger. Ça y est, il a parlé, le président de la République, enfin, le débrief du grand débat national. C'était hier soir, bien sûr, sur toutes les chaînes de télévision. Et on se posera la question d'abord, savoir si ça vous a convaincu, le propos présidentiel, et puis si la déception affichée par les Gilets jaunes était attendue. Et si oui, est-ce qu'elle est légitime? Nous reparlerons aussi d'un événement qui date d'il y a 50 ans, le départ du général de Gaulle, qui démissionne suite à son échec dans un référendum qu'il avait organisé sur l'organisation des pouvoirs publics. Est-ce que vous le regrettez, le général, 50 ans après? On en parlera. Et puis on parlera aussi, une fois n'est pas coutume, du Figaro Magazine, excellente publication, qui consacre sa couverture ce week-end au Japon. C'est un pays qui est vraiment pas comme le nôtre, un pays très sécuritaire, avec un poids de la famille très fort, avec une immigration très faible. Est-ce que c'est un modèle à suivre ou au contraire un repoussoir? Vous nous donnerez votre point de vue. Bonsoir Lucille Schmitt. Bonsoir. Vous êtes la vice-présidente de la Fondation de la Fabrique écologique. Vous êtes aussi membre du comité de rédaction de la revue Esprit et vous avez coordonné le numéro de ce mois d'avril qui est titré « Lancer l'alerte ». Bonsoir Arnaud Benedetti. Bonsoir. Vous êtes professeur associé à la Sorbonne. Votre spécialité, c'est la communication politique. Vous y avez d'ailleurs consacré un livre, Le coup de com' permanent, aux éditions du Cerf. Et vous avez, cette nuit même, commenté pour les lecteurs du Figaro.fr, pour les internautes, l'intervention présidentielle. Bonsoir Guillaume Bernard. Bonsoir vous êtes Guillaume. Maître de conférence à l'Institut catholique d'études supérieures. Et votre livre désormais bien connu, La guerre à droite aura bien lieu. Le mouvement d'Extrogir a été publié aux éditions des Clés de Brouwer. Et puis on a la joie d'accueillir aussi Adrien Matou. Bonsoir Adrien, vous êtes journaliste politique à Marianne. Et Marianne qui consacre une couverture plutôt sévère peut-être, mais peut-être juste néanmoins, au président de la République. On croit en effet, effectivement reconnaître Emmanuel Macron, même s'il est de dos, et c'est titré « Droit dans le mur ». Alors justement, parlons-en du président de la République et de cette conférence de presse d'hier. Je vous propose de commencer peut-être par la forme de l'intervention, où, comme on pouvait peut-être s'y attendre, le président a beaucoup utilisé la première personne du singulier. Voici quelques extraits choisis par Charlotte Darche. D'abord, la question du vote obligatoire. Je ne retiendrai pas cette option. Ensuite, il y a la question du vote blanc. J'ai un moment été tenté par cette option, j'y ai beaucoup réfléchi et je ne la retiendrai pas. Cette reprise en main doit aussi passer par des nouveaux choix que j'ai demandés au gouvernement en la matière, la nouvelle manière aussi que je vais avoir de bâtir les décisions, me déplacer, de faire. Ce sont des choses qui peuvent répondre à la juste part d'énervement qui avait pu naître de malentendus. La solitude, elle va avec la fonction. Au moment où vous décidez, vous êtes seul. C'est comme ça. Lucille Schmitt, ce style très, très personnel, c'est le grand jeu? Je trouve que c'est un style, il y a beaucoup de jeux, mais comme vous venez de le dire, cher Guillaume, mais je trouve qu'il y a aussi un aspect très théâtral, c'est-à-dire qu'y compris dans les intonations, on sait d'ailleurs qu'Emmanuel Macron aime le théâtre. Moi, je ne trouve pas que ce soit un style très personnel. Je trouve qu'il y a une mise en scène du jeu. D'ailleurs, on se pose la question quand on l'écoute de savoir si, lorsqu'il décide, il a déjà écouté les autres ou il a attendu l'assentiment de la tête baissée. Il y a un vrai sujet sur le leadership collectif. Est-ce qu'il sait qu'aujourd'hui, la question d'avoir un gouvernement, alors il dit que le gouvernement va ensuite exécuter ce qu'il a décidé, mais la question de discuter, de débattre, de dialoguer, lorsqu'on est contesté comme avec le mouvement des Gilets jaunes, ça devrait en tout cas entraîner un doute sur le fait de décider de penser seul, et on ne l'a pas senti lors de cette conférence de presse. Le doute n'est pas forcément l'une des caractéristiques premières du chef de l'État. On l'a encore vu hier soir. On n'a pas l'impression, mais si vous voulez, moi, je ressors assez mitigé de cet exercice, c'est qu'on a le sentiment que Emmanuel Macron pense que les difficultés qu'il rencontre sont d'abord des difficultés de communication. Parce que quand on l'a écouté, on reviendra peut-être sur le contenu. Sur le contenu, je n'ai pas trouvé qu'il y avait véritablement des changements quant à sa ligne politique, avec quelques petites inflexions dont on parlera et qui ne sont peut-être pas inintéressantes. Mais sur le fond, on voit bien qu'il a essayé, durant plus d'une heure et demie, ou presque 2 heures, d'essayer de convaincre du bien fondé de sa politique. C'est-à-dire qu'il a remis sur le métier, une nouvelle fois, son logiciel politique, et il ne considère pas fondamentalement que le problème, c'est sa politique.
Et malheureusement, force est de constater que les Gilets jaunes, la partie de l'opinion qui soutient les Gilets jaunes et qui est encore importante, considère que c'est sa politique. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'un président de la République peut changer de politique en cours de mandat? C'est arrivé. Ça s'est vu. Mais on n'a pas le sentiment qu'avec Emmanuel Macron, ça soit quelque chose qui lui soit naturel, en tout cas. Donc, l'exercice sur un plan formel et technique était plutôt réussi parce qu'il est habile, parce qu'il maîtrise bien la rhétorique, parce qu'il est très à l'aise, il est extrêmement à l'aise, mais sur le fond, c'était quand même très long, la première heure notamment. Il parlait de très haut et de très loin. Et je ne suis pas sûr que finalement les propos qui étaient les siens soient des propos qui aient ramené vers lui, notamment ceux qui doutent le plus de sa politique. Surtout quand on est très à l'aise longtemps et qu'on parle tout seul, ça peut entraîner une forme de malaise formel. Alors, on va revenir évidemment sur le contenu des réformes, mais si vous voulez bien, arrêtons-nous encore quelques instants sur la forme, qui est le fond qui remonte à la surface, comme disait paraît-il Victor Hugo. Adrien Matteau, vous avez pensé quoi comme professionnel? Est-ce que c'était un exercice de nature à plaire aux journalistes? Aux journalistes peut-être. Après, la question, c'est plutôt pour les Français. Je vais quand même lui reconnaître un bon point, c'est que je trouve qu'il fait preuve de... Il semble en tout cas faire preuve de lucidité sur sa formulation des problèmes du pays. On a l'impression qu'il est plus doué pour analyser ce qui ne va pas que pour proposer des solutions. Et je trouve que ça tranche un petit peu avec son entourage. Par exemple, il a pas commis l'immense erreur de dire que le problème, c'était la pédagogie. Alors que ça, on a entendu beaucoup de ses ministres dire ça. En fait, la traduction de ça, c'est les Français sont trop bêtes, ils ne comprennent pas. Il n'a pas fait l'erreur de faire ça. Je trouve qu'il a su reconnaître que le problème, en fait, c'était sa politique. Ce n'était pas la compréhension de sa politique, même s'il ne change pas. Après, voilà, il est très à l'aise parce que voilà, c'est un peu, il le fait un peu en mode grand oral de l'ENA, donc forcément, il est très à l'aise, il maîtrise un peu tous les dossiers, etc. Mais il n'a pas changé de politique, il ne veut pas changer de politique, donc forcément, ça restera le problème, parce que le problème, c'est le fond plus que la forme. Guillaume Bernard, il était assez sincère aussi, non, quand il disait oui, peut-être que j'ai commis des erreurs dans mon style, je regrette. Il disait pas j'ai changé comme Nicolas Sarkozy, mais peut-être le pensait-il. Non, mais sincèrement, pour reprendre le terme, on se moque un peu de la question de savoir si un président de la République est sincère. On lui demande simplement d'être le plus possible efficace. Il y a eu plusieurs questions là-dessus des journalistes qui ont dit... Écoutez, moi, il me semble franchement que ce qu'on a vu hier soir, c'est que c'est à l'évidence plus simple de lancer un débat pour gagner du temps que de le conclure. Bon, ça, on pouvait un peu s'y attendre, mais enfin, évidemment. Ensuite, heureusement, ça n'a duré que 2 heures et pas comme les stand-up précédents, 6 heures. Bon, donc là, pour le coup, c'était quand même plutôt mieux. Il est bien évident qu'on l'attendait tous sur les propositions qu'il allait faire. Là où je suis un tout petit peu en désaccord avec Adrien, c'est qu'il me semble qu'il axe essentiellement ses réponses sur la considération que le cœur de la crise, c'est une crise sociale, c'est une crise économique, et qu'il néglige, à mon sens, un peu trop la crise politique qui pourrait se transformer en crise de régime, et je dirais la crise existentielle ou identitaire, si vous me permettez le terme. Voilà. Et que donc, bien sûr, sur un certain nombre, je dirais, de diagnostics, il a fait des constatations qui sont de bon sens, mais que pour autant, il ne va pas jusqu'au bout. Et on en arrive là au fond, il ne peut pas aller jusqu'au bout parce que tout simplement, effectivement, il ne veut pas changer de logiciel intellectuel. Alors, quelques commentaires d'internautes avant d'aller plus avant dans l'analyse du propos présidentiel. Sur le Figaro.fr, Bronito nous dit « Il y avait une certaine incohérence, personnaliser le discours, mais renvoyer de nombreux problèmes à la responsabilité du gouvernement. » D'autres commentaires. Bronito, Macron n'a convaincu personne, ceux qui le soutenaient n'ont pas changé d'avis, et ceux qui n'étaient pas convaincus ne le sont pas non plus. Et puis, le commentaire, au vu de l'article du Figaro, la désindexation des retraites n'a pas été validée pour 2019, donc l'annonce de sa suppression ne sert à rien. Alors c'est vrai que pour être précis, cette désindexation, elle était prévue pour 2019, et donc on va revenir dessus en 2020 pour les petites retraites, mais ça, de toute façon, le Conseil constitutionnel avait déjà dit que ça ne pouvait pas durer plus d'1 an, et puis, a priori, c'est un peu plus lointain pour les autres retraites plus élevées. Alors, intéressons-nous aux propositions du président de la République. Il y en a beaucoup. On en a choisi quelques-unes avec une subjectivité certaine. Par exemple, on va s'intéresser à la dépense publique au hasard. Vous savez que dans les promesses du président, pendant sa campagne présidentielle, il y avait la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. Et un de nos confrères le lui a rappelé pour lui demander si elle était toujours d'actualité.
Est-ce que l'objectif de réduire de 120 000 fonctionnaires, qui était l'objectif de la fin de votre quinquennat, est toujours d'actualité? Sur ce point, c'est moi qui ai pris l'engagement devant les Français. Au vu de, justement, cette sortie du grand débat, il faut qu'on soit réaliste. Et donc je demanderai, d'ici à l'été, au gouvernement de me donner son analyse et de voir si c'est tenable. J'assume totalement, si ce n'est pas tenable, d'abandonner cet objectif. Comme quoi, il y a des promesses présidentielles que peut-être peuvent être abandonnées en route. Il peut y en avoir d'autres, Guillaume Bernard, sur d'autres sujets sociétaux, par exemple. Mais ce n'est pas le sujet du moment. Vous tendez la perche. Écoutez cette réaction d'Éric Woerth, donc, qui est le président, les Républicains, de la Commission des finances du Sénat. Lui, il a assez mal vécu ce qu'il considère comme une espèce d'abandon de tout ce qui est mesures difficiles, par exemple, sur les économies à faire dans la dépense publique. Il n'y a aucune rupture, ou en tout cas réforme de fond. Les abandons sont partout. Et regardez, la réforme de l'État, c'est-à-dire moins de fonctionnaires, des fonctionnaires différemment à statut, etc. Tout ça est abandonné, même les 120 000 fonctionnaires de moins, ce qui était au fond important pour permettre aussi aux fonctionnaires restants d'être mieux payés. Tout ça est abandonné. Tout ce qui est difficile est abandonné. Sur les retraites, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Enfin, ça existe déjà, ce qui est fait. À 62 ans, il y a déjà une décote quand vous n'avez pas tous vos trimestres. Au-delà de la polémique, Lucille Schmitt, ce constat, tout ce qui est difficile est abandonné. Il y a un peu de vrai quand même, non ? Non, je crois qu'il y a, pour le coup, là, sur la question des services publics, c'est la seule manière dont Emmanuel Macron a un peu répondu aux Gilets jaunes dans son intervention, c'est lorsqu'il a dit qu'il fallait consulter les maires, qu'il consulterait les maires pour toute fermeture d'hôpital et d'école. Et il faut quand même apprendre à mettre en relation la question des fonctionnaires avec la question des écoles, des hôpitaux. Il a dit des choses sur les hauts fonctionnaires qui n'étaient pas les mêmes que sur les fonctionnaires. Et moi, je trouve que quand Éric Woerth prétend défendre le salaire des fonctionnaires, je trouve ça très intéressant. Je pense qu'il pense qu'à eux, d'ailleurs. Donc il faut arrêter de dire que tous les fonctionnaires sont inutiles et ne servent à rien et en même temps demander des services publics de proximité. Donc en ce sens, je trouve qu'Emmanuel Macron a été courageux mais surtout cohérent. On ne peut pas dire à la fois je maintiendrai des écoles et des hôpitaux et dire je supprimerai 120 000 fonctionnaires par an. En revanche, il faut supprimer des postes... C'était pas par an, c'était dans le quinquennat, je crois. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit, me semble-t-il, qu'il allait remettre les fonctionnaires sur le terrain. Et là, il y a quelque chose d'intéressant aussi, parce que la réforme de l'État, ce n'est pas seulement supprimer des postes de fonctionnaires, effectivement, sur 5 ans, c'est voir comment est-ce qu'on fait en sorte d'en mettre dans les territoires, dans les services concrets, de proximité, et pas seulement à Paris, dans les administrations centrales. Sur ce point, je trouve qu'Emmanuel Macron a été plutôt bon. Meilleur d'ailleurs que sur la suppression de l'ENA, sur lequel on reviendra peut-être, qui est une espèce d'emblème. D'ailleurs, il n'y a que les énarques qui veulent supprimer l'ENA. Il y a un truc assez bizarre, psychanalytique. Même les Gilets jaunes. Je crois que vous ne voulez pas supprimer l'ENA. Écoutez, moi je m'en fiche en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai fait l'ENA à 24 ans que toute ma vie je vais me traîner l'ENA en fait. Je pense que j'ai envie d'oublier à un moment et de faire autre chose dans ma vie qu'avoir fait l'ENA. C'est raison pour supprimer l'école, forcément. Mais pas forcément. Et par ailleurs, je dirais que ce qui est important, c'est plutôt de voir où se situent les pouvoirs d'entre-soi et que c'est pas forcément en supprimant une école qu'on supprime les dîners en ville. Donc à partir de là, donc sur la question des fonctionnaires, ne caricaturons pas et n'appelons pas réforme de l'État le fait de supprimer à l'aveuglette des postes de fonctionnaires. Guillaume Bernard, le provincial assumé et heureux de l'être que vous êtes, se satisfait de cette promesse de remettre des fonctionnaires plus proches des gens ? Mais moi, parce que je suis parfaitement d'accord, le chiffre de 120 000 fonctionnaires, sans parler de concrètement quelles sont leurs fonctions, ça ne veut effectivement rien dire. C'est-à-dire c'est 120 000 fonctionnaires supprimés où ? Il y a à l'évidence un certain nombre de services publics dans lesquels il manque des fonctionnaires, et puis il y en a d'autres où ils sont sans doute trop importants. Peut-être qu'on peut supprimer un certain nombre de fonctionnaires à Bercy, et qu'on peut effectivement en mettre d'autres ailleurs. En revanche, il est bien évident que le nombre total de fonctionnaires, c'est quand même un problème budgétaire, parce que non seulement, évidemment, il y a le paiement la rémunération des fonctionnaires lorsqu'ils sont actifs, mais il y a aussi, et on en parlera peut-être parce que c'est la question des retraites, le paiement des pensions de retraite. Les pensions de retraite, c'est le budget de l'État. Or, le fond du problème des retraites en France, l'un des problèmes fondamentaux, c'est évidemment le fait que c'est le budget de l'État qui paye les pensions de retraite des fonctionnaires et non pas la sécurité sociale. Mais justement, les retraites, parlons-en, Adrien Matou, il n'en a pas parlé, en tout cas il n'y avait rien sur le report de l'âge légal. Est-ce que ça ne conforte pas le constat de Woerth, tout ce qui est difficile est abandonné ?
Alors ça, Ah, je non. ne suis pas tout à fait d'accord. Mais tant mieux. Non, il me semble que ce qui a été dit, c'est qu'il n'y aurait pas de recul de l'âge de la retraite, mais qu'il faudrait cotiser plus longtemps. Et ben voilà. Donc finalement, c'est une manière de ne pas dire qu'on va devoir plus travailler pour avoir... Parce que si on vous dit, vous pouvez partir à la retraite à 60 ans, mais vous aurez une pension de 500 € par mois, fatalement, on va travailler plus longtemps. Ce qui compte, c'est le taux Donc, plein. je pense que là, pour le coup, la réforme difficile, comme on dit, va être faite, mais qu'elle va être faite le plus en catimini possible, mais je doute que ça passe, quoi. Alors là, je suis parfaitement d'accord. Et il y a un autre élément qui n'a pas du tout été, me semble-t-il, évoqué, et qui ne le sera jamais, c'est la valeur du point de retraite, qui constitutionnellement ne peut pas être garantie. On peut toujours vous dire, vous partez à tel âge, ça vient d'être dit, mais en fait, vous n'avez pas de retraite à taux plein. Et deuxièmement, quel niveau réel de retraite vous obtenez, étant donné la valeur du point. Or ça, évidemment, aucun gouvernement n'osera s'investir et garantir cela. Avant de continuer le débat, je vous propose de prendre connaissance de l'avis des internautes du Figaro. C'est la question du jour sur le Figaro.fr. Emmanuel Macron vous a-t-il convaincu? Alors, 78% de non. Peut-être me direz-vous que ce n'est pas une surprise. Encore que, ce qui est intéressant, c'est à peu près le score de popularité d'Emmanuel Macron, ajoute Adrien Matou. Regardez, il y a un autre chiffre intéressant, c'est le nombre de votants. Il est assez important, hein. On est plus de 150 000. Donc, ça veut dire que le sujet intéresse. Et en tout cas, ceux qui sont motivés répondent. Arnaud Benedetti, on s'est posé la question, tournant, pas tournant du quinquennat avec la conférence Non, de mais de presse toute façon, le d'hier. tournant, il a déjà commencé le 10 ou le 11 décembre, lors de ses annonces, ou un tournant en termes de psychologie chez Macron. C'est-à-dire que Macron avait quand même bâti sa marque en disant qu'il était l'homme qui ne cédait pas à la pression de l'opinion et qui ne céderait pas à la pression de la rue. In fine, il a quand même cédé, puisqu'il a reculé sur la taxe carbone. Et c'est pour ça que l'annonce, quand même, qui à mes yeux, est une retraite quand même de Russie sur les 120 000 fonctionnaires, parce que là aussi, on voit bien qu'il y avait tout un discours qui s'était constitué depuis des années et des années sur le trop d'État, en fait, qui était quand même une idéologie assez dominante dans l'espace public. Et ben, il acte à travers, finalement, ce recul, la fin, en tout cas, l'infléchissement de ce discours. Donc, si vous voulez, je pense qu'il est resté, encore une fois, très déterminé dans les mots, mais que dans les actes, eh ben, il est un peu encalminé par rapport à son logiciel politique. Et c'est bien la difficulté dans laquelle il se retrouve aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement, on a le sentiment qu'on a un président de la République qui ne peut plus véritablement mettre en œuvre les réformes pour lesquelles il pense avoir été élu. Je dis bien pour lesquelles il pense avoir été élu, parce que fondamentalement, il y a un malentendu par rapport à son élection. C'est que lui, il considère qu'il a un mandat clair du peuple français. La réalité, c'est qu'il a été élu dans un concours de circonstances que je ne vais pas rappeler et que tout le monde connaît. Mais quand même, il a été élu parfaitement légalement, légitimement. Il a une majorité Politiquement confortable. parlant, il a été élu par défaut. On n'a pas regardé son programme. Hein. Les Français n'ont pas souhaité... honnêtement, les Français n'ont pas souhaité le programme de libéralisation, d'insertion dans la mondialisation de la France de manière majoritaire. 24% des Français l'ont peut-être souhaité, et encore, je connais plein d'électeurs du PS qui ont voté par peur Macron, par peur de Marine Le Pen, dès le premier tour. Donc voilà. Mais de toute façon, c'est un peu le système politique de la Ve République avec cette élection présidentielle à 2 tours. C'est au final faire élire, avec tous les moyens d'accomplir sa politique, quelqu'un qui aura un programme politique qui est minoritaire dans la société. Une petite remarque par rapport à cette question de la retraite de Russie et la question de l'État. Je trouve ça assez intéressant de ne pas assimiler la question de la pensée de l'État au nombre de fonctionnaires. Et quand Éric Woerth parle de réforme de l'État et réduit ça au nombre de fonctionnaires, je pense que c'est un problème. Je pense qu'Emmanuel Macron a devant lui, au contraire, le fait de penser l'État et que pour l'instant, il ne le fait pas. C'était d'ailleurs un des problèmes de la conférence de presse. Il faut un État visionnaire, il faut un État stratège. On n'arrête pas d'employer ce genre d'expression et on est incapable d'y donner un contenu. Aujourd'hui, l'État, il doit réguler et il y a des tas de fonctions qu'il a données aux entreprises sur le plan économique. Et sur cette pensée de l'État, je trouve que Emmanuel Macron, qui est pourtant énarque, pêche singulièrement par une pensée entrepreneuriale classique. Ce commentaire de R34, et je vous promets que ce n'est pas mon pseudo, on n'entend que des promesses de cadeaux à plus ou moins long terme. Il sera impossible de réduire la dépense publique. On l'a presque oublié, mais tout le grand débat national et l'intervention présidentielle ont évidemment été dictés par le mouvement des Gilets jaunes. Ceci, c'est peut-être pas une surprise, se révèle être déçu par les déclarations présidentielles. Voici trois témoignages, ceux de 3 gilets jaunes d'Aubagne. Moi, j'ai entendu un discours qui ne reprenait pas du tout les revendications des gilets jaunes. Pas de RIC,
pas de prise en compte du vote blanc, pas d'évolution dans le pouvoir d'achat. Pas de baisse des taxes, à un moment donné, je veux bien. Pas d'impôt, l'ISF n'a pas été... On n'en a même pas parlé. Toutes ces mesurettes à la con, là, il peut se les rouler, je vais vous dire un truc, je vais parler comme le peuple. Il peut se les rouler et s'asseoir dessus. Parce que tout ça, ça ne sert à rien, c'est que du pipeau, il nous prend pour des cons. Donc qu'est-ce qui est ressorti de cet entretien? Pour moi, absolument rien. J'entends aussi qu'on va nommer une assemblée de citoyennes, 150 personnes tirées au sort. C'est bien, il parle du Césaire, c'est bien, sauf que le Césaire, j'en fais partie. Et toutes les décisions du Césaire sont juste pliées, rangées et ne servent à personne. Alors pour les non-spécialistes, le Césaire, c'est le Conseil économique, social et environnemental, mais c'est pas parce qu'on ne sait pas très bien à quoi ça sert qu'il n'en faut pas beaucoup. Et donc il y en a un par région, d'où il y a le CESE et il y a les Césaires. Mais peut-être suis-je trop sévère avec les Césaires. Ce discours, il est convenu, Lucille Schmid, ou ça part vraiment des tripes, c'est-à-dire qu'ils sont déçus, ces gilets jaunes? D'abord, je pense que Emmanuel Macron ne s'adressait pas aux Gilets jaunes et c'était certainement une ambition de ne pas le faire. Et je le comprends. C'est-à-dire que le grand débat national, ce n'est pas le débat des Gilets jaunes. Donc je pense qu'il faut remettre les choses à leur place. Il ne parlait pas aux Gilets jaunes, il s'adressait à l'ensemble de la société française, certes aux journalistes, mais l'ambition était de parler au-delà des Gilets jaunes. Après qu'ils aient été déçus, je crois que c'était d'une certaine manière inscrit, on le savait à l'avance. Je crois qu'il n'y a aucune manière de satisfaire les revendications des Gilets jaunes, si ce n'est remettre l'impôt sur la fortune et la démission d'Emmanuel Macron. Deux sujets sur lesquels... oui, mais je pense que s'il y avait... Ah, ça aurait joué. Oui, enfin, je pense que s'il y avait eu le RIC, ils auraient demandé la démission d'Emmanuel. Enfin, moi, j'ai l'impression que d'une certaine manière, il n'est pas possible de satisfaire les revendications des Gilets jaunes. Donc là-dessus, c'était mission impossible et ça ne m'étonne pas. On parlera peut-être un petit peu aussi des réactions d'autres acteurs politiques. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'à la fois les réactions des Gilets jaunes étaient parfois intéressantes parce que dans leur déception, il y a une diversité. En revanche, je trouve que les opposants à Emmanuel Macron, on avait l'impression qu'ils étaient complètement pavloviens et qu'ils avaient écrit leur réaction à l'avance. Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'assez inquiétant sur le champ démocratique français. Et je préfère écouter les réactions des Gilets jaunes parce que je trouve que là, il y a quelque chose... Oui, je trouve qu'il y a un truc... La déception, on savait qu'elle allait parvenir, mais dans la manière de le dire, il y a quelque chose d'intéressant. Oui, alors sur la réaction des opposants, il faut quand même voir que cette conférence de presse a été parasitée par les fuites dans la presse des principales mesures. Et c'est aussi la raison pour laquelle cette conférence de presse n'a peut-être pas finalement réussi à remplir l'objectif qui était le sien, c'est-à-dire de créer un effet de surprise. Parce que c'était ça, tout le plan de communication avant l'incendie de Notre-Dame, c'était, vous rappelez-vous, il y avait eu un teasing, on nous annonçait qu'il y aurait des mesures, qu'on allait renverser la table, l'effet... Oh oui, il a fait pchit. Donc le problème, c'est que les opposants, ils ont réagi finalement aussi par rapport aux mesures dont ils avaient connaissance. Donc ça, c'est un point important. Mais pour en revenir à ce que vous dites, c'est que moi, je pense que de toute façon, les Gilets jaunes, quand même, d'abord, les Gilets jaunes, il n'y aurait pas eu de débat s'il n'y avait pas eu les Gilets jaunes. Donc il faut quand même qu'ils en tiennent compte aussi. Ensuite, qu'on le veuille ou non, les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui dure depuis 6 mois et qui reste encore, malgré tout, soutenu par quasiment une majorité de Français, ou en tout cas 50%. J'ai rarement vu un mouvement dans l'histoire sociale récente qui bénéficie d'un soutien aussi important. Et surtout, c'est vraisemblablement ceux qui ont le plus obtenu depuis 2 ans du pouvoir. Il n'y a pas un syndicat, il n'y a pas une opposition, aussi radicale soit-elle, qui a obtenu autant que les Gilets jaunes. Oui, donc eux-mêmes, non mais c'est peut-être problématique, mais eux-mêmes se sentent confortés par finalement leur réussite, qu'ils considèrent d'ailleurs de manière insatisfaisante, puisqu'ils considèrent qu'ils n'ont pas assez obtenu, mais ils se sentent confortés dans leur relation au pouvoir pour en obtenir encore plus. Et on peut comprendre aujourd'hui leur déception, en tout cas elle s'explique. Adrien Matou, ils sont ingrats, les Gilets jaunes, parce que finalement, on parle de 10 milliards d'euros pour les annonces qui avaient été faites au mois de décembre. Et puis là, il y a la réindexation des petites retraites, la baisse de l'impôt sur le revenu pour les premières tranches. C'est quand même du concret, ça. Justement, je vais partir de ce petit exemple de l'impôt sur le revenu. Nous, on a interrogé dans le Marianne de cette semaine beaucoup de Gilets jaunes. Et ils nous ont tous dit une chose, c'est que les gens sur les ronds-points ne payent pas l'impôt sur le revenu. Ils ne gagnent pas assez d'argent pour payer l'impôt sur le revenu. Comme un Français sur 2. Donc les Gilets jaunes sont issus de classes plus modestes que la moyenne des Français. Ils ne payent pas l'impôt sur le revenu. Le geste de Macron sur l'impôt sur le revenu, c'est un geste sur ce qu'on appelle les classes moyennes. Alors après, en France, tout le monde se dit les classes moyennes. Mais ce sont les 50% de gens qui payent l'impôt sur le revenu. Mais plus globalement, les Gilets jaunes ne pouvaient pas être satisfaits parce que
ils défendent une ligne politique qui n'est pas celle d'Emmanuel Macron. C'est des gens qui ne sont pas sur ce logiciel politique-là. Ils sont sur un logiciel, il y a plus d'intervention de l'État, il y a plus de services publics, il y a plus de souveraineté, il y a plus de démocratie directe. Ce n'est pas la politique d'Emmanuel Macron. Il aurait eu du mal à les convaincre sans se renier complètement. Guillaume Bernard, alors moi, il me semble qu'effectivement, on met le doigt sur un vrai problème. C'est le cœur de la crise. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois que malheureusement, nos hommes politiques, de manière générale, interprètent la crise, la fracture sociale, sous l'angle uniquement économique et social. Et ils ne mesurent pas à quel point il y a une crise politique qui peut se transformer en crise de régime. L'abstention, l'élection de Macron par défaut, le fait que LREM, c'est une grande coalition à la française, et que si LREM échoue, si Macron échoue, qu'est-ce qui se passe politiquement? Qu'est-ce qui reste comme alternative politique? Le fait que les Gilets jaunes soient nés en dehors des partis politiques et des syndicats, c'est quand même un ensemble d'ingrédients qui font que un ensemble d'ingrédients qui font qu'on est dans une crise politique. Or, sur les questions politiques, qui à mon sens auraient, là je suis parfaitement d'accord avec Adrien, auraient pu être une soupape de sécurité, c'est-à-dire la prise en considération du vote blanc. Je peux aller voter sans accepter l'offre politique, mais je montre que je suis citoyen, mais je ne choisis pas ce qui m'est proposé parce que ça ne me convient pas. Et sur la prise en compte du vote blanc et sur la démocratie directe, eh bien, il y a un refus absolu. Et par ailleurs, alors là, c'est moi qui vais commenter, les propositions constitutionnelles ou politiques, c'est-à-dire la diminution du nombre d'élus, donc l'élargissement des circonscriptions et la prise en considération ou l'introduction d'une partie de proportionnelle, ça, ce sont deux mesures contre lesquelles je suis absolument furieux, parce que, alors ça, c'est du grand art politique, c'est le meilleur moyen pour diviser les oppositions potentielles à Macron. Parce que vous comprenez bien que lorsque les circonscriptions sont plus grandes, vous tuez la possibilité d'avoir des élus indépendants des partis politiques, parce que plus la circonscription est grande, plus la campagne est chère et coûteuse. Et deuxièmement, avec la proportionnelle, tous les partis politiques susceptibles de s'opposer à Macron, eh bien, n'auront absolument aucun intérêt, ou penseront n'avoir aucun intérêt, à essayer de trouver des coalitions, des arrangements, une recomposition, parce qu'ils vont tous essayer de grappiller les élus à la proportionnelle. Donc ça, c'est bravo l'artiste. Je refuse ce qui permettrait aux citoyens de s'investir dans la vie politique et d'une certaine manière d'apaiser, je dirais, la crise de confiance vis-à-vis de la classe politique. Et en même temps, je favorise mes petits camarades qui certes s'opposent à moi, mais qui sont des partis politiques qui tirent intérêt, je dirais, à exister et à profiter de la démocratie représentative. Là, j'avoue que je suis absolument furieux. Non, mais là-dessus, sur la question des députés, on ne peut pas non plus raisonner comme si les députés qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale étaient des députés ordinaires. C'est que des gens qui ont été élus avec le masque d'Emmanuel Macron sur la tête. Donc aujourd'hui, personne ne les connaît. Et quoi qu'organise Emmanuel Macron en termes de réforme institutionnelle, ce ne sont pas du tout des députés de terrain. Donc on est sur l'élection législative avec cette confusion entre le mandat présidentiel et le mandat législatif. On est sur quelque chose qui ne fonctionne plus. Moi, personnellement, je suis assez favorable à l'idée de mettre de la proportionnelle, si ça oblige les partis politiques à repenser un peu le casting, à avoir des gens un peu plus intéressants que ceux qui avaient été élus pour 4 mandats successifs et que des gens qui pensent qu'en étant un clone d'Emmanuel Macron, on remplit sa fonction vis-à-vis des citoyens. Donc là-dessus, si je peux rayer des noms sur une liste et si je peux faire un panachage, ou au moins changer l'ordre sur une liste. Parce que sinon, c'est le plein pouvoir à la commission d'investiture et aux partis politiques de nous imposer des hommes politiques. Ça l'est déjà quand même. Sur la réduction du nombre de parlementaires, juste un point sur la réduction du nombre de parlementaires. Moi, je considère que, de toute façon, ça va à l'encontre de tout ce qui se passe en Europe. C'est-à-dire que dans toutes les démocraties européennes, on augmente le nombre de parlementaires, ce qui est tout à fait normal, puisque de toute façon, je veux dire, la population augmente, en règle générale. Il y a ça qui joue. Et puis le deuxième aspect, c'est que, bon, alors c'est une mesure, si vous voulez, il paye son écho au populisme. Oui, parce qu'il y a un anti-parlementarisme latent dans la société politique, et donc on sacrifie les parlementaires. Sauf que c'est quand même assez contradictoire, parce que dans le même temps, vous avez
avez des gens qui demandent quand même malgré tout de la proximité. Et le parlementaire, il n'a pas qu'une fonction législative, on le sait très bien, il a aussi une fonction sociale. Il y avait un vieux parlementaire qui disait dans les années 70, le parlementaire, c'est finalement la relation de ceux qui n'ont pas de relation. Et donc il y a aussi cet aspect-là qui est extrêmement important. Et ce qui est étonnant, c'est que les Gilets jaunes, qui à la fois réclament de la proximité, seraient plutôt favorables à ce type de mesure. En l'occurrence, c'est peut-être la seule mesure avec laquelle ils sont favorables. Il a tenté de compenser en parlant des maires, en fait. C'est ça. Oui, et alors il y a un autre élément, c'est qu'il est vraisemblable qu'il va réintroduire, ce qui d'ailleurs n'est pas forcément une mauvaise mesure, le conseiller territorial de Sarkozy. Et donc on va avoir des hommes politiques locaux qui seront bloqués au niveau local et qui seront coupés des élus nationaux qui, eux, seront élus dans des grandes circonscriptions. Merci. On laisse le dernier mot, si vous le voulez bien, à nos internautes. Bon, sur Twitter, vous êtes les 2 tiers à comprendre la déception des Gilets jaunes, 66% suite à la conférence de presse du chef de l'État. Voici quelques commentaires. Celui de Volpazu, aucune surprise pour la déception des Gilets jaunes. Ils voulaient moins d'impôts et plus de distribution. Nicole nous dit qu'il était évident que les propos de Macron n'allaient pas faire rentrer chez eux les Gilets jaunes. Et puis, Philippe, leur déception est palpable, tout comme la position des grévistes après plusieurs semaines dures. Et enfin, ce commentaire de Babineau, Macron estime avoir déjà répondu aux Gilets jaunes authentiques. Les autres sont des militants. Et sans Gilets jaunes, pas de grand débat. Eh bien, voilà pour ce sujet. Je propose de faire un petit saut en arrière, enfin, un petit façon de parler, de 50 ans très exactement, ou presque exactement, puisque le dimanche 27 avril, le Palais de l'Élysée publiait ce communiqué du général de Gaulle, qui était président de la République à l'époque. Je cesse d'exercer, 1969, donc, je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. Il y avait eu un référendum organisé le jour même qui avait été perdu par le général de Gaulle sur un sujet d'organisation des pouvoirs publics un peu compliqué sur lequel on ne reviendra pas. Mais est-ce que c'est... ce qui est d'ailleurs peut-être intéressant en premier là-dedans, Guillaume Bernard, c'est que voilà un chef de l'État qui utilisait le référendum mais qui n'en avait pas peur. Ben non. C'est un chef de l'État qui assume ses responsabilités et qui a d'une certaine manière, je dirais, à la fois une relation directe aux Français et qui, je dirais, respecte la parole des Français, qui se dit que pour avoir une légitimité, il faut non seulement avoir la légitimité d'origine, celle qui a conduit à ce que vous arriviez au pouvoir, la procédure qui conduit à l'accession au pouvoir, mais en outre une légitimité d'exercice, c'est-à-dire le fait que l'on exerce le pouvoir dans une certaine finalité et que ça réalise le bien commun et que ça soit compris, qu'il y ait une relation de confiance. Donc de ce point de vue-là, incontestablement, de Gaulle avait une stature de chef de l'État que l'on peut évidemment regretter. Alors de Gaulle, après, évidemment, de Gaulle, le gaullisme, c'est de Gaulle en 40, c'est de Gaulle avec en 47 le RPF, c'est de Gaulle en 60, 62, enfin en 58 le 13 mai et les suites, 60-62. Bon. Pour ma part, j'avoue que mon De Gaulle préféré, c'est pas celui de 60, je suis plutôt du côté de Georges Bidault qui prend le maquis ou de Michel Debré qui quitte Matignon pour ne pas avoir à appliquer les accords d'Évian. Mais en revanche, moi, mon De Gaulle à moi, c'est le discours de Bayeux. Ouais. Parce que c'est le discours de Bayeux, c'est le fait qu'il impose je dirais, une certaine vision de la politique. Je vous en parlerai après. Juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où Charles de Gaulle trace le portrait de ce qui va être la constitution de la Ve République. Sauf que peut-être, Adrien Matou, que si aujourd'hui nos responsables politiques ont si peur du référendum, c'est parce que le général de Gaulle l'a un peu détourné de son objet en faisant une affaire personnelle. Oui, mais en fait, j'ai l'impression que quand on parle du général de Gaulle, on regrette aussi une époque, en fait, parce qu'on regrette une époque où il y avait une croissance économique très forte, un chômage quasiment inexistant, où quand on pensait au progrès technique, on n'avait pas peur d'une aliénation, mais c'était vraiment un signe de progrès, d'amélioration des conditions de vie, et où le chef de l'État était un héros de guerre, quelqu'un qui avait sauvé la France dans les années 40. Donc c'est compliqué de dire, voilà, évidemment qu'on regrette de Gaulle, parce que c'est aussi un chef d'État qui disait la politique de la France ne se fait pas à la corbeille. Je ne sais pas s'il y a un seul de ses successeurs. La corbeille, c'était la bourse. C'était la bourse. C'est pour ça qu'on appelait la bourse à l'époque. Je ne sais pas s'il y a un seul de ses successeurs qui pourrait dire ça aujourd'hui. Ouais. Voilà, en fait, c'est vraiment une autre époque pour le coup. On comprend qu'on le regrette. C'est une époque qui était synonyme de beaucoup plus d'optimisme qu'aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est une époque révolue? Peut-être. Pour nourrir le débat, je vous propose d'écouter le point de vue d'Éric Zemmour. Lui, il considère au contraire que De Gaulle est très moderne parce que c'est peut-être le père des populistes. Vous savez, le général de Gaulle avait une formule, il disait d'abord la France, ensuite l'État, puis le droit. Là, on a inversé la proposition gaullienne. Aujourd'hui, on a ce que
les Français appelaient jadis le gouvernement des juges. Donc ça, et qu'est-ce que disent les représentants de la démocratie illibérale, les fameux Orban et autres Polonais, etc. C'est le peuple qui décide. Ce n'est pas le juge, ce ne sont pas les principes. C'est la majorité et non les minorités qui s'appuient sur le pouvoir de ce juge pour gouverner et pour tyranniser la majorité. C'est deux conceptions de la démocratie, et aujourd'hui, le général de Gaulle serait traité de nationaliste, de populiste. M. Schmitt, c'est un peu osé, ce point de vue, mais est-ce que ça vous paraît intéressant ? Moi, ce que j'aime dans l'histoire de la France, je rappelle qu'Emmanuel Macron a dit hier qu'il voulait en fait trouver l'art d'être français. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, là, il y a un élément de rassemblement. Bon, d'ailleurs, l'art d'être français, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'alchimie, comme si on savait ce que veut dire la France, et je suis persuadée que chacun d'entre nous, si on l'interrogeait, dirait quelque chose de différent. Donc, au moins, De Gaulle avait la capacité, en disant la France, d'imaginer, de nous fédérer. Et je pense qu'Emmanuel Macron essayait, avec l'art d'être français, de nous montrer que nous avions en commun une forme de dignité. Mais là, quand De Gaulle disait le peuple avant les juges, est-ce que ça... Non, enfin, la question d'Éric Zemmour, c'est que lui, il confond toujours le droit et les juges. Mais enfin, vous savez, le droit, c'est les avocats, le droit, c'est une manière de défendre les faibles, les victimes. Donc, moi, je ne résous pas la question du droit à celle des juges tout-puissants dont parle Éric Zemmour de manière obsessionnelle depuis maintenant 25 ans. Donc, ce qui vise quand même, c'est avant tout la question que l'état de droit est instrumentalisé à des fins politiques et pour des choix politiques, et pas uniquement pour préserver les libertés publiques. Ce que je pense aussi, c'est que du temps du général de Gaulle, sans doute la question de l'État était aussi plus structurée qu'aujourd'hui. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il faut inventer une pensée de l'État dans une mondialisation où, au fond, ce qu'on vit, je rejoins tout à fait ce que disait Guillaume, on vit une espèce de crise identitaire terrible parce qu'on ne sait plus où est la structuration de ce que c'est qu'être français, être européen, être citoyen du monde, et il faut articuler tout ça. Donc on peut le faire avec le droit, mais ça ne suffira pas. Il faut évidemment le faire aussi avec de la culture, du débat, de la contradiction, se dire qu'on n'est pas d'accord entre nous, pas seulement en vivant dans des univers parallèles. Et en ce sens, on n'est plus du tout à l'époque du général de Gaulle. Moi, j'ai pas vécu du tout, enfin j'étais née, mais j'ai pas vécu le truc de vivre le général de Gaulle comme mon président. Je veux dire, j'avais pas du tout de majorité politique. Donc c'est difficile d'en parler seulement des livres d'histoire, vous voyez. Mais ce qu'on m'en a raconté, c'est quand même que c'était un moment très autoritaire. Donc moi, je ne suis pas sûre que j'aurais aimé vivre dans les années 60 avec le général de Gaulle comme président. Et on en revient, Arnaud Belletti, à cette thèse de Zemmour, parce qu'effectivement, les médias étaient assez contrôlés, le Conseil constitutionnel était tenu, entre guillemets, verrouillé, un petit peu comme ce que font ces démocraties illibérales. D'abord, c'est une autre époque. Le général de Gaulle a une autre histoire. C'est quand même un homme qui naît au 19e siècle, qui a un rapport à l'histoire qui est un rapport tragique, qui n'a pas la même conception du pouvoir, qui exerce l'autorité pleinement et qui ne se pose pas la question de savoir si il va l'exercer à demi. Et puis surtout, alors je suis d'accord avec ce que vous dites, il y a eu plusieurs de Gaulle. Mais il y a quand même il y a quelque chose qui est fondamental chez de Gaulle. Il avait une phrase qui rejoint en fait ce que dit d'une certaine manière Zemmour. Il disait « La démocratie est indissociable de la souveraineté nationale ». C'était le fond philosophique du général de Gaulle. Pour lui, il ne pouvait pas avoir de démocratie si, à un moment donné, la parole du peuple était respectée. Et c'est ce qui est intéressant, finalement, avec de Gaulle, c'est sa relation avec les institutions, et notamment avec les institutions de la Ve République qu'il a créées, parce qu'il les appliquait pleinement, quasiment dans sa chair. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il mettait son destin en jeu. Plus aucun président de la République n'a fait ça depuis. Et il est le seul à avoir... D'ailleurs, il a quitté 2 fois le pouvoir, parce qu'il quitte le pouvoir en 1946, il faut aussi ne jamais l'oublier, parce qu'il est en désaccord finalement avec les vieilles forces politiques qui sont revenues après à la Libération, considérant que le système institutionnel qu'on va proposer à la France est un système institutionnel qui ne garantira pas la réforme de l'État et la stabilité des institutions. Donc il quitte, et il le fait également en 1969. Or, aujourd'hui, le problème, c'est que, et je reviens avec Macron, et c'est vrai pour d'autres présidents de la République, c'est que finalement, ils utilisent le confort des institutions de la Ve République, mais sans aller jusqu'au bout de la logique de ces institutions. Et ce sont des institutions, les institutions de la Ve République, fondamentalement héroïques, qui demandent finalement un chef qui va jusqu'au bout finalement de sa logique politique. Alors, on ne peut quand même pas résoudre la question institutionnelle au fait de respecter un référendum. Le problème... Et aujourd'hui, la question du pardon Arnaud, mais la question du référendum se pose différemment dans un monde ultra complexe, très ouvert, et il faut mieux informer les citoyens. Et là, c'était un qui tout double, ce référendum. Aujourd'hui, on n'est plus dans les mêmes enjeux. On est d'accord, et c'est la question qui se pose, c'est est-ce que les institutions de la Ve République, aujourd'hui, sont adaptées à la société dans laquelle nous vivons? Et c'est pour ça que je pense qu'on est dans une crise institutionnelle. Je vous rappelle cette formule gaulienne citée par Zemmour, d'abord la France, ensuite l'État, puis le droit.
Oui, moi, je suis assez souvent d'accord avec Éric Zemmour, donc évidemment, ça ne vous étonnera pas que je l'approuve. Mais pour revenir un instant au discours de Bayeux, vraiment un instant, c'est promis. Oui, parce qu'on est loin du... On est d'accord. Non, parce que vous allez voir, c'est le cœur du problème. Le 46. Juin 46, il y a eu le référendum qui a rejeté le projet communiste de constitution et il prend position au moment où il va y avoir un deuxième débat, deuxième assemblée constituante. En 35 secondes. Voilà, en 35 secondes. Les Français sont effervescents. Il faut donc des institutions qui les canalisent et notamment, je dirais, un esprit monarchique, premier élément. Et vous comprenez bien que c'est quelque chose qui me satisfait. Deuxième élément, il faut à tout prix des institutions qui mettent sous cloche les intérêts partisans, les partis qui ont un esprit mortifère. Malheureusement, je crains que la révision de 62 avec l'élection du président de la République au suffrage universel direct n'ait évidemment redonné tout pouvoir aux partis politiques. Mais je dirais le fait de détester les partis politiques comme le faisait De Gaulle en 1946, ça me convient très bien. Il a quand même donné le droit de vote aux femmes, De Gaulle. Ça, c'est un vrai De Gaulle. Absolument. Alors, nos internautes sont 61%. C'est pas non plus écrasant, à regretter le général de Gaulle 50 ans après sa démission. Volpazu sur le Figaro.fr nous dit très justement que la période et les mentalités n'étaient pas les mêmes. Nicole, au moins lui, il avait eu le courage de partir, même si le non au référendum ne remettait pas en cause sa politique. Et puis Bronito ajoute, ce qui est vrai, De Gaulle avait une légitimité qu'aucun politique français actuel n'a. Évidemment, c'était avec sa place dans l'histoire, ça change beaucoup la donne. Et R34, ce n'est pas osé de regretter De Gaulle, on était français avant tout, et De Gaulle avait pour obsession l'intérêt de la France. Eh bien, un dernier sujet spécial, Guillaume Bernard, puisque nous allons parler d'un régime monarchique, impérial, même celui du Japon. Akihito, le 125e empereur du Japon, vous vous rendez compte, 125e empereur de la dynastie, va abdiquer la semaine prochaine. Ça, c'est une novation, en revanche. Oui, c'est l'un des premiers à abdiquer. C'est l'occasion pour le Figaro Magazine de parler de ce pays. Alors, je vous la fais très courte parce que le dossier fait une dizaine de pages, mais en fait, c'est presque un autre monde, le Japon. Voici trois petits exemples. Les prisons japonaises, elles sont vides à 60%. Parce que la pression sur la délinquance, on l'a peut-être vu avec l'affaire Ghosn d'ailleurs, est tellement forte que voilà une des conséquences. Un autre chiffre, il y a 2% d'immigrés au Japon. Il y a eu l'année dernière, en 2017, 20 asiles accordés contre 26 000 en France. Et puis ce troisième chiffre, au Japon, il n'y a que 2,3% des naissances qui se font hors mariage, contre 60% en France. Je vous renvoie au dossier de Régis Arnaud, notre correspondant au Japon. Alors, ce pays très différent, est-ce que c'est un exemple ou est-ce que ça vous fait peur, Nicole Schmid, cette société très verrouillée? C'est mon nom japonais, Nicole. Lucille Schmid, pardon. Je voulais juste dire une chose, c'est qu'il y a très peu de naissances au Japon, contrairement à la France. Ah oui, pour commencer. Il y a peu de, donc il y a peut-être un petit truc là-dessus. Ouais. Ensuite, moi je pense que le Japon est un pays assez magnifique, culturellement. J'adore Murakami, Kafka sur le rivage, etc. Donc il y a une culture, une civilisation japonaise passionnante. Et d'ailleurs, beaucoup de Français s'y intéressent. Il y a beaucoup de Français qui partent en voyage au Japon. Il y a une montée du tourisme qui est très forte. Après, il y a la question de est-ce que nous pourrions y vivre, qui est un point différent, avec, vous savez, une sorte de paralysie, de momification en fait, de la vie politique au Japon depuis 30 ans, avec Shinzo Abe qui, au fond, a un parti conservateur qui est une sorte de En Marche, mais En Marche beaucoup plus dur, qui englobe l'ensemble en fait, des champs politiques, qui essaye désespérément de sortir le Japon de la déflation. Donc il y a une situation qui n'est pas si simple. Et en même temps, il y a ces rituels, ces cérémoniales, ce sentiment d'être dans un monde très différent du nôtre, mais qui nous fascine. Il y a aussi, au fond, de la créativité culturelle. Je veux dire, la question du manga, par exemple, est quelque chose d'essentiel. Et d'ailleurs, il y a des mangakas français. Donc, moi, je suis partagée et je n'ai pas envie de dire je n'aime pas le Japon. Mais je pense qu'en tant que femme émancipée, je préfère vivre en France. Je crois que la situation des femmes émancipées au Japon est infiniment plus difficile qu'elle ne l'est ici. Il y a un sujet sur le droit à l'avortement. Donc la société japonaise, dans son conservatisme, fait peur. Et l'une des caractéristiques, Adrien Matou, c'est que c'est une société très, très, très fermée. On est au milieu du multiculturalisme qui est en vogue en Occident. Non, c'est clair.
Disons que, en fait, moi, ça me fait ni peur ni envie parce que c'est une société qui est incomparable avec celle de la France. Parce que, en termes culturels, moi, je me rappelle juste, petite anecdote, j'étais allé au Japon et dans le métro, quand le métro est bondé, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas une personne qui parle. Parce que c'est trop impoli de parler. Donc c'est assez dur à imaginer. Il y a d'ailleurs dans notre évidemment dossier une en France. comparaison entre l'ambiance dans le TGV français et dans les. Oui, dans voilà, les trains japonais. c'est un peu. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, c'est fascinant parce qu'ils sont tellement différents. Alors, juste sur le droit d'asile, heureusement que tous les pays ne font pas comme le Japon, quand même. Parce que si tous les pays du monde n'accueillaient que 20 personnes, que 20 réfugiés, on aurait quand même une situation assez tragique au point de vue humain. C'est une société qui peut faire envie parce que nous, on voit que nos sociétés sont tellement fragmentées en communautés, avec des tensions, etc., que leur homogénéité peut paraître comme une vertu. Après, d'ailleurs, c'est très justement dit dans le dossier du Figaro Magazine, il y a quand même une question sur les conditions de travail qui sont absolument effroyables. Quasiment pas de vacances, des horaires délirants, des gens qui meurent. Il y a quand même 200 personnes qui meurent d'épuisement au travail chaque année dans ce pays. Donc voilà, ça peut faire fantasmer peut-être quelques lecteurs du Figaro Magazine, mais je pense que je préfère la France. Grosse pression, effectivement. Il y a 59% des internautes qui sont en train de nous suivre qui nous disent que oui, le Japon pourrait être pour nous un exemple, même si Claude nous dit en aucun cas, le Japon ne pourrait être un exemple pour moi dans la mesure où leur culture est trop éloignée de la mienne, aucune envie de vivre à la japonaise. Guillaume Bernard, le Japon, un modèle. Écoutez, je trouve que c'est une société assez ambiguë parce qu'à la fois, elle affirme son droit à la continuité historique, à défendre, à se préserver, je dirais, dans son identité, et en même temps, et ça a été évoqué, et c'est très important, il y a incontestablement un souci démographique, c'est-à-dire que c'est à la fois une société qui se préserve dans son identité et qui se suscite démographiquement. Là, moi, ça me fascine. Maintenant, pour ce qui est, je dirais, de la... Comment expliquez-vous ce paradoxe je ne connais pas suffisamment le Japon pour pouvoir y répondre, mais je crains qu'il n'y ait effectivement et le traumatisme de la fin de la Seconde Guerre mondiale, en même temps, on peut quand même considérer qu'il l'est un peu cherché. Et puis, j'ajouterai les éléments que Yukio Mishima avait, dans les années 70, mis en avant, c'est-à-dire le fait que ce n'est peut-être plus quelque chose qui est vécu véritablement de l'intérieur, mais simplement, je dirais, un cocon social, une contrainte sociale qui fait apparaître une société perdurant, je dirais, dans son identité, plus que quelque chose qui est véritablement vécu de l'intérieur. Alors qu'elle peut être très matérialiste à beaucoup d'aspects. Mais cela dit, évidemment, la politesse japonaise, l'ordre japonais sont des choses, la propreté japonaise sont des choses qui me conviendraient parfaitement. Arnaud Benedetti. C'est une société qui ne s'acculture qu'en surface, parce que c'est une société à la fois traditionnelle et moderne, c'est une société très fermée, et vous avez rappelé finalement la faible hétérogénéité culturelle de la société japonaise, mais c'est une société qui par ailleurs dispose d'un vivier de création qui est absolument exceptionnel. Il suffit quand même, quand on s'intéresse à la littérature, voir quelle est l'histoire de la littérature japonaise, c'est une des plus belles littératures du monde. Vous avez cité Murakami, mais vous avez Tanizaki, vous avez Kawabata, vous avez Inoue, vous avez des très très grands écrivains japonais. Il y a, si vous voulez, la société japonaise me semble est une société qui est totalement orthogonale de la société française. Pour de tas de raisons, c'est une société en effet qui est plutôt fermée, c'est une société qui est complètement enracinée dans ses traditions, c'est une société où l'on travaille beaucoup plus vraisemblablement qu'en France, même si elle a des caractéristiques qu'il ne faut pas souhaiter pour la vie active en France, et c'est une société qui est très dure. C'est une société qui est très dure. Et on voit bien, quand on regarde l'affaire Ghosn, le système judiciaire japonais est un système qui est à la limite, c'est le moins qu'on puisse dire, du respect des droits de la défense et de l'état de droit, et d'ailleurs qui est dénoncé aussi par un certain nombre d'organisations internationales. C'est l'honneur national qui était en jeu, là. Donc, Oui, mais enfin, l'honneur national, il est aussi, c'est pas seulement l'honneur national, c'est aussi n'importe quel justiciable japonais est traité de la même manière que M. Ghosn. Il n'a pas un traitement de ce point de vue-là spécifique parce qu'il est français. Donc on voit que c'est une société qui est quand même fondamentalement différente de la nôtre. Et la question qu'il faut se poser, mais qu'il ne faut certainement pas non plus se poser, c'est comment peut-on être japonais, certainement pas en étant français. Mais il y a aussi une hybridation. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on oublie combien des Japonais talentueux vivent en France. Et moi, ce qui me frappe, par exemple, c'est que des œnologues, des chefs cuisiniers... Enfin, il y a quelque chose autour de la culture entre nos pays qui montre aussi une attirance. Oui. Merci beaucoup à tous les cas. Si le sujet vous intéresse, je vous renvoie, une fois n'est pas coutume, au Figaro Magazine de ce week-end. Voilà, Point de vue est fini pour ce soir. Nous revenons, non pas la semaine prochaine, mais dans 10 jours. Merci beaucoup.
Général François Lecointre, bonjour. Merci de participer au Bonjour, talk monsieur. stratégique du Figaro. Vous êtes le chef d'état-major des armées, c'est-à-dire que sous l'autorité directe du chef de l'État, chef des armées, vous êtes le responsable opérationnel des forces terrestres, aériennes et navales. La question s'impose, comment vont nos armées aujourd'hui ? Je voudrais, permettez-moi juste reprendre une chose. Je suis commandant opérationnel de l'ensemble des engagements des armées sous l'autorité du président de la République, mais je suis également, et je dirais au moins tout autant, sous l'autorité de la ministre directement pour ce qui concerne l'organisation des armées, leur vie, leur entraînement, leur préparation opérationnelle, leur fonctionnement organique. Et c'est une part essentielle de mes responsabilités. Et celles-là, je les exerce directement sous l'autorité de la ministre, évidemment. Très bien. Précision importante. Comment vont les armées ? Alors, les armées, pour moi, vont bien. Elles vont bien, je pense, pour un certain nombre de raisons. J'en vois au moins 3. La première, c'est que nos soldats, nos marins, nos aviateurs sont aujourd'hui engagés dans ce qui est le cœur de leur vocation, engagés en opération tous les jours, de façon très active et de façon tout à fait évidente pour défendre leur pays, défendre les intérêts de la France, porter les valeurs de la France. Et vous savez, quand on a cette vocation de service de ces valeurs, de cet engagement, de cette sécurité des Français, et qu'on fait son métier en grandeur réelle, eh bien on est satisfait, on est heureux de pouvoir le faire et l'exercer pleinement. Donc je pense que c'est un des facteurs essentiels de la satisfaction de nos hommes et de nos femmes aujourd'hui. Le deuxième facteur, très clairement, c'est qu'ils ont la perception d'un engagement fort du politique à travers une loi de programmation militaire qui a été votée l'an dernier et qui est une loi de reconstruction et de consolidation qui vient après des années d'efforts, après des années d'éreintement des armées. Il m'est arrivé d'employer ce terme-là, où on a réduit les effectifs, où on a contraint la ressource de façon considérable. Et la perception de cet effort consenti pour les armées, dans une phase internationale de durcissement de la menace et de durcissement de la conflictualité, est certainement aussi un sentiment de satisfaction pour nos soldats. Il y a une perception que cette page de régression des effectifs est bel et bien tournée. Oui, que l'engagement fort du politique, pas seulement sur l'augmentation ou le maintien des effectifs, mais sur vraiment la reconstruction des armées qui est contenue dans la loi de programmation militaire et qui est le préalable à une modernisation de ces armées qui est indispensable. La troisième raison. La troisième raison pour moi, c'est une attention particulière portée par la ministre aux conditions de vie en garnison, aux conditions de vie des familles, à la condition militaire au sens large, qui a sans doute été la grande sacrifiée, cette condition militaire des lois de programmation précédentes, et de voir là aussi, à travers une loi de reconstruction, reconnu les efforts qu'ils ont consentis et reconnu la nécessité de prendre en considération les duretés ou les exigences de leur vie militaire, c'est un facteur important de satisfaction. Général Lecointre, vous allez nous parler de vos priorités, mais je voulais vous interroger sur 2 documents importants, des documents stratégiques que vous avez publiés à 6 mois d'écart, l'un en septembre, centré sur votre vision stratégique, tournant autour d'une notion qui est la singularité militaire, singularité positive, vous allez nous expliquer ce que ça veut dire, et un autre document le mois dernier, un plan stratégique sur la période 2019-2021, un plan stratégique qui tourne au fond, je résumerai, autour d'une notion à la fois simple et complexe, essentielle, comment gagner. D'abord, pourquoi avoir éprouvé le besoin de rédiger, de publier des documents très conceptuels de cette nature ? D'abord parce que je pense que tout chef militaire a besoin de conceptualiser précisément, de ne pas se laisser emporter dans le courant des événements, mais d'être capable de définir une conception générale d'un objectif majeur à atteindre et d'être certain qu'en permanence, c'est bien l'idée qui guidera l'action, c'est bien l'esprit qui l'emportera sur la lettre, et donc il faut en permanence être capable de définir une vision assez haute et assez conceptuelle. Alors cette vision sur la
vision sur la singularité militaire. Pourquoi éprouver le besoin de cerner cette notion? A-t-elle besoin d'être précisée? Est-elle menacée? Je pense que ce qu'ont vécu les armées pendant 2 lois de programmation successives a peut-être un temps conduit sous le poids des efforts qu'il fallait consentir en matière de réduction de la ressource, de réduction des effectifs, à une vision très civilianisante, entre guillemets, des armées, très banalisante des armées, pour aller vers plus de performance en s'organisant selon des logiques très fonctionnelles et finalement très civiles, et sans doute en oubliant un peu ce qui fait la singularité des armées. Et cette singularité des armées, elle est pourtant au cœur de son efficacité. Les armées ne sont pas une institution comme les autres. Elles ne peuvent pas fonctionner comme les autres. Elles ont besoin de capacités de résistance, de résilience, d'autonomie, de fonctionnement dans le chaos, qui font leur efficacité au service de la nation. Et c'était bien ces principes-là qu'il fallait rappeler. Et c'était bien, après avoir fait des efforts considérables de modernisation des armées, encore une fois avec une logique très fonctionnelle, l'opportunité de rappeler que cette loi de programmation allait nous permettre, à un moment où ce rappel à nous la dureté du monde et la dureté de la conflictualité, allait nous permettre de rappeler ces fondements de l'efficacité militaire qui reposent sur une singularité dans le fonctionnement, dans l'organisation, et en particulier sur une très grande subsidiarité dans l'action qui permet à des échelons subordonnés d'être autonomes, d'assumer leurs responsabilités, d'avoir une liberté d'action. Tout cela est très important et est absolument indispensable, encore une fois, à l'époque où, je le pense, malheureusement, le monde devient de plus en plus dur et nous aurons de plus en plus besoin d'une armée forte de ses valeurs, forte d'une identité propre et forte de cet esprit de combat qui n'est pas qu'une vision ou une incantation, mais qui est une réalité qui repose sur des organisations et des modes de fonctionnement très spécifiques aux armées. Sur cette notion très intéressante, très forte de singularité, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple? Quand vous pensez à cette singularité positive des militaires, comment l'illustrer pour ceux qui sont peut-être un peu loin de l'institution? Comment la préciser encore? La singularité militaire, d'abord, elle est inscrite dans un statut militaire qui fait que le militaire n'est pas un fonctionnaire comme les autres. Ce statut militaire comporte évidemment des exigences de disponibilité très fortes. Et pour prendre un exemple très concret, le souhait exprimé par le président de la République, rappelé par le Premier ministre, que la directive temps de travail de l'Union européenne, par exemple, ne s'applique pas aux armées, pour préserver précisément cette très grande disponibilité pour la nation, pour la défense de la nation, pour sa protection, parce que, évidemment, un ennemi, lorsqu'il vous attaque, le fait soit à l'heure du thé si vous êtes britannique, soit au moment où vous vous y attendez le moins, mais ne vous donne pas de préavis. Précisément, c'est pour ces raisons-là, parce qu'une armée est faite pour affronter l'inattendu, pour affronter le danger, pour affronter le chaos, qu'il fallait rappeler ces principes et travailler à les restaurer. Alors, quelques mois plus tard, en mars, vous avez fait paraître un deuxième document, un plan stratégique, déclinant cette notion essentielle, évidemment étroitement liée à l'activité des militaires, mais que le civil peut aussi lire, parce que comment gagner, finalement, on peut tous être concernés aussi par cette exigence. Comment gagner? Alors, d'abord, comment est-ce que ce deuxième texte s'articule avec le premier, et qu'est-ce que ça signifie pour vous, comment gagner? Alors d'abord, comment s'articule-t-il avec le premier? La vision, c'est le quoi, c'est quelle conception j'ai de l'armée et de la place que cette institution a dans l'État. Et puis le plan stratégique, c'est le comment. Comment est-ce que je vais parvenir à réaffirmer cette mission? Et évidemment, il y a plusieurs parties, mais qui sont d'ailleurs directement déclinées des orientations de la loi de programmation militaire et de la vision stratégique qui a été portée par la ministre dans la revue stratégique qu'elle a remise au président de la République. Cette revue stratégique, elle définit bien la nécessité d'armées qui, dans un premier temps, vont se reconstruire, se consolider, réaffirmer ce que je viens d'évoquer en matière de singularité militaire, de mode organisationnel, de mode de fonctionnement, pallier les manques principaux qui aujourd'hui font qu'elles souffrent dans un certain nombre de domaines,
consolider ce qui fonctionne bien dans ces armées, pour pouvoir ensuite passer dans une deuxième partie qui sera la modernisation de ces armées et l'accès à des capacités d'action dans des nouveaux champs de conflictualité qui s'ouvrent à nous, qui sont vertigineux et pour lesquels il faut absolument que nous fassions œuvre de modernité, d'imagination, d'innovation. Je pense notamment au domaine de la cyberguerre, je pense évidemment au domaine de l'espace, je pense à d'autres champs qui vont s'ouvrir à nous, qui peuvent être des espaces géographiques comme le Grand Nord. Et donc, vous voyez bien que dans le comment gagner, il y a le comment gagner aujourd'hui, dans les opérations que je conduis, dans la consolidation, la reconstruction de mon armée, de mon instrument militaire, et puis comment préparer l'avenir demain, et comment ensuite mieux gérer tout cela ensemble. Donc, c'est le gagner aujourd'hui, gagner demain et gagner ensemble. Voilà. Pour bien vous comprendre et que tout le monde vous comprenne bien, vous dites, en dépit de cette remontée en puissance, si on l'appelle comme ça, et pour bien connaître vos points d'attention, vous dites il y a encore des aspects où les armées souffrent. Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus explicite pour bien nous faire comprendre où sont vos priorités ? Pour prendre un exemple très concret, la disponibilité technique opérationnelle d'un certain nombre de nos équipements, dans le domaine de l'aéromobilité, par exemple, des hélicoptères, est aujourd'hui à un stade critique. Donc il faut évidemment, tout en préparant l'arrivée de nouveaux équipements et de génération d'hélicoptères futurs, travailler à une réforme de la maintenance du maintien en conditions aéronautiques et reconstruire une direction de la maintenance aéronautique et investir dans la reconstruction. Et ça passe de façon très concrète et très simple par la constitution de stocks de pièces ou de choses de cette nature-là. Voilà un exemple précis de sujets sur lesquels il faut que nous reconstruisions et que nous consolidions dès à présent. On pourrait dire finalement que vous marchez sur deux jambes, parce qu'il y a cette partie d'expression d'une vision, de plan stratégique, cette partie conceptuelle, et puis il y a dans votre rôle, il y a aussi la responsabilité très concrète et quotidienne des opérations. Et les opérations, les armées françaises en mènent un certain nombre. Elles sont connues. Parlons par exemple du Sahel. Depuis 6 ans, nos armées mènent la lutte contre les groupes armés terroristes en s'adaptant à la menace qui évolue dans ce vaste périmètre du Sahel, grand comme l'Europe. Récemment, une nouvelle adaptation a eu lieu avec l'extension de ce dispositif, de cette opération Barkhane, vers la zone critique du centre du Mali. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu cette manœuvre et ce que vous en attendez ? D'abord, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit dans votre question. 6 ans, ça fait 6 ans désormais que nous sommes engagés au Mali. C'est vrai, ça peut paraître long. J'observe au passage que je ne connais pas de crise importante qui ait été réglée en moins d'une dizaine d'années au moins. Voilà. Et que par ailleurs, nous sommes au Mali, mais de façon plus générale au Sahel et à mon sens de façon encore plus large en Afrique subsaharienne, face à un phénomène de déconstruction, de désorganisation quasi systémique qui va nécessiter de nombreux efforts dans tous les champs de l'action politique, qu'il s'agisse de l'économie, de l'humanitaire, de la gouvernance ou de l'action militaire plus précisément, et des efforts de l'ensemble des nations de l'Union européenne et des États membres de l'Union européenne. Donc je pense que nous sommes au démarrage d'un chantier qui est devant nous. Alors, qu'avons-nous fait ? Nous avons décidé de nous engager prioritairement, cela depuis 1 an et demi, dans une zone donnée qui paraissait concentrer plusieurs facteurs de déstabilisation. D'abord, des groupes terroristes très puissants, très efficaces, une absence de l'État et un désert administratif et militaire, puisque l'État malien avait déserté cette zone du Liptako, et donc toutes les conditions réunies pour que la population devienne asservie par ces groupes armés terroristes qui profitent évidemment de cette absence de l'État. La vision générale que nous avions et ce que nous avons proposé au président de la République de mettre en œuvre, c'est une action qui soit à plusieurs dimensions, à la fois une action très militaire qui vise à affaiblir les groupes armés terroristes et à les amener à porter des forces armées maliennes de façon à ce qu'elles puissent seules
au départ accompagné par l'opération Barkhane, mais ensuite seul éventuellement, à agresser ou affronter un adversaire qui soit à leur portée. Et par ailleurs, nous avons travaillé au retour de l'État et de l'administration malien dans cette zone-là, qui évidemment ne peut être là que si les armées maliennes elles-mêmes y reviennent. Et enfin, nous travaillons en même temps que nous faisons cela à une action humanitaire qui est faite de façon coordonnée avec l'Agence française de développement, et l'ensemble de ces volets finit par produire de l'effet. Et nous considérons que même si aujourd'hui dans le Liptako, qui est une zone frontalière entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, les choses ne sont pas réglées, en tout cas nous avons désormais presque atteint le moment où nous pourrons laisser l'armée malienne s'engager seule, ou en tout cas sans être systématiquement accompagnée par les armées françaises contre ces groupes armés terroristes. Je prends beaucoup de précautions en disant cela, parce que, évidemment, l'œuvre reste immense, y compris dans cette région-là. Par ailleurs, nous n'avons pas fait d'extension de cette opération vers le centre du Mali. Nous faisons une extension de l'engagement de Barkhane dans la région limitrophe, qui est la région du Gourma, qui continue là d'être à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Nous n'allons pas au centre du Mali, qui est une zone qui aujourd'hui est principalement la zone d'engagement des forces armées maliennes, avec l'appui de la MINUSMA. Pour autant, nous sommes en mesure d'y aller si c'était nécessaire, à la demande des Maliens ou à la demande de la MINUSMA. Et évidemment, le fait de s'engager dans une action qui sera de même nature dans le Gourma vise à reproduire ce que nous avons fait dans le Liptako, et si possible, dans 1 an et demi, dans 2 ans, lorsque nous estimerons que les choses sont mûres, passer à nouveau la main progressivement aux forces armées maliennes. Gérald Lecointre, au Levant, les membres de la coalition en lutte contre Daesh, dont la France, ont annoncé le mois dernier la fin du califat territorial, comme on dit. Daesh est donc vaincu dans son emprise territoriale, se manifeste encore à travers des avatars terrifiants comme on vient de le voir au Sri Lanka, si sa responsabilité était avérée. Pour l'opération Chamal, j'imagine qu'à vos yeux, c'est un peu l'heure du bilan, et donc bilan et perspective. Oui. J'ai envie de dire que l'opération Chamal est une bataille dans la guerre. Et que, évidemment, pour ceux qui, voyant les choses de loin ou avec des référentiels dépassés, imaginent que parce qu'on a gagné l'opération Chamal ou parce qu'on a remporté ponctuellement la victoire sur le califat territorial de Daesh, et cela c'est incontestable, aujourd'hui ce califat est tombé, on a remporté la guerre. Les choses sont bien plus complexes, et nous savons que nous avons face à nous un ennemi polymorphe, multiforme, qui se transforme, qui évolue au gré de la menace, et qui... s'il a été vaincu sur le plan territorial, est en train de muter sous une forme d'action clandestine qui reste extrêmement importante dans la zone d'abord, parce que c'est le berceau de Daesh, et qui ensuite, comme vous venez de le dire, peut avoir des résurgences en Europe, mais en Asie, on l'a vu au Sri Lanka, et effectivement, il y a de vrais risques que cela continue. Le bilan de cette opération Chamal, c'est une opération, à mon sens, parfaitement réussi, avec un engagement fort de la France, qui a été un des principaux partenaires de cette opération Inherent Resolve, le nom international de l'opération, pour laquelle nous avons eu à la fois des actions d'appui dites cinétiques, nous avons frappé avec nos avions et nous avons frappé avec nos canons en appui des forces locales qui combattaient les groupes armés terroristes, qui combattaient Daesh, et puis une action de conseil et d'accompagnement